15 ans. Donc, le menu, on retrouve les sous-menus d'habitude, et on retrouve un bouton au milieu des sous-menus. Donc là, je vous l'accorde, c'est quand même pas hyper design et ça sert à rien. Mais ça permet de montrer qu'on peut ajouter des contrôles dans des contrôles, dans des contrôles, dans des contrôles. Et le document viewer, c'est un truc un peu à la Adobe Reader. C'est un contrôle qui est ajouté par défaut dans WPF qui permet de lire des fichiers PDF et XPS. Voilà. Donc, ça c'est un des nombreux contrôles qu'on peut trouver. Il y en a disponibles sur internet, donc c'est téléchargeable. Donc il y a des contrôles un peu stylés que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc toute cette interface graphique là tient dans un tout petit code, finalement qui n'est pas bien compliqué. Toc. Voilà. Voilà. Donc comment est organisé un projet quand on fait un projet WPF? On a un fichier .xaml qui contient la déclaration de l'interface graphique, donc l'organisation, les boutons, etc. Et derrière, on a un code behind qui lui est codé en dur, en C#, qui permet par exemple de gérer les événements. Donc, quand on clique sur un bouton, qu'est-ce qui va se passer, etc. Voilà. Donc on peut voir en haut le XAML. Donc au moment du clic sur le bouton 1, au moment du clic, on va appeler la méthode button1click qu'on retrouve dans la classe derrière avec un affichage de message box. Donc là, on voit bien la connexion entre le namespace XML et le namespace CLR pour montrer quand même que les méthodes qui sont définies en C# peuvent être appelées dans le XAML derrière. Voilà. Donc là, franchement, on a juste vu un millième de ce qu'on peut faire en WPF. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir le blog de Mitsuru Furuta, qui est en gros un peu la référence WPF en France en ce moment. Et il y a pas mal de vidéos, de cours, etc. sur WPF, parce que c'est un truc qui est un peu nouveau. Et du coup, les gens qui ont toujours fait du développement WinForms, donc les anciennes technologies d'interface graphique, ont un peu de mal à y aller. Du coup, il y a plein de vidéos pour les développeurs WinForms pour les aider à passer au WPF. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça, parce que notamment le moteur de binding est vraiment bien, la connexion entre l'interface graphique et les données, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc, la dernière partie, la synthèse vocale. Donc, en tant qu'IHM, c'est ce qui permet de passer du texte au son. Donc ça passe par la reproduction de voix humaine et par la synthétisation de texte. Donc normalement, tout le monde a dû utiliser la synthèse vocale au moins une fois. Est-ce que vous pouvez me dire comment? Personne? Je vous dis lapin de Pâques? Non? Non, toujours rien. On va refaire la démonstration alors. Donc ça en fait c'est une invention de Acapella Group, donc le leader mondial de la synthèse vocale. Donc on a juste à taper un test et en fait la synthèse vocale c'est ce qui va permettre de prononcer. Donc on peut taper n'importe quoi, par exemple on peut choisir un langage, on peut apprendre le français. Eric Lalique ne sait pas faire le Rubik's Cube. Donc voilà. Donc la synthèse vocale, ça reste quand même aussi un outil sérieux qu'on a utilisé dans CVK. Donc c'est moi qui ai fait un plugin attitré à ça. Donc il a trois fonctions principales. Donc synthétiser les actions effectuées. Donc par exemple quand vous lancez une application, quand vous faites quoi que ce soit avec l'ordinateur, ça va transmettre par la voix ce que vous venez de faire. La fonction de base, ça peut lire un test qui a été sélectionné ou tapé dans une fenêtre. Et ça dit aussi sur quelle touche l'utilisateur doit appuyer. Donc pour les malvoyants, pour être bien sûr qu'ils ne sont pas bourrés de touches, ils peuvent appuyer et ça va dire après. Donc maintenant, comment ça marche? Donc en fait, à la base, la synthèse vocale, c'est
Donc ça fait partie du framework.net, c'est un composant intègre. Et donc en fait c'est une librairie constituée de plein d'échantillons de sons qui ont été préenregistrés. Donc en général ces sons, c'est des syllabes courtes et prononcées avec une tonalité plutôt neutre. Comme vous avez pu l'entendre là avec le petit lapin de Pâques, même si la phrase est respectée, la tonalité est un peu bizarre. C'est pas comme on dirait nous normalement. Et il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte pour régler ça. Donc la vitesse à laquelle c'est prononcé, donc pour savoir si vous faire un super effet ralenti à la, je sais pas, à la Cité de la Peur à un moment. Le volume pour augmenter ou diminuer le son. Et la voix donc pour choisir la nationalité, le type de langage, l'accent, etc. Donc et après, comment ça marche précisément? Donc en fait, il y a deux étapes. Donc l'ordinateur va découper le mot, enfin le test qui a été tapé en orthographe phonétique. Donc en fait, c'est comme un dictionnaire. Donc quand vous regardez une définition, il y a le mot. Et après, entre crochets, vous avez une orthographe un peu bizarre. Donc avec des caractères, on dirait un peu de grec ou je sais pas. Et donc en fait, ça sert de standard, de base pour repérer après les syllabes. Et une fois qu'il a découpé le mot comme ça, il associe les sons enregistrés, donc les fichiers de la librairie, aux syllabes ainsi découpées. Donc après, sur le fonctionnement, comme ça paraît complexe, mais en fait c'est très simple. Donc ça c'est un exemple de code en CVK, donc en C#. Donc premièrement, donc, il faut appeler l'API Windows nécessaire, donc c'est spish.synthesis. C'est une API qui fait partie du framework.net. Et ensuite, donc, pour faire appel à la synthèse vocale, pour faire lire un test, c'est vraiment très simple. Donc, subscattine. Donc, ça, c'est l'initialisation d'un speech synthesizer, c'est-à-dire le composant qui contient toutes les méthodes. Donc, après, on paramètre la vitesse. Donc, là, on l'a mis à 1, c'est-à-dire une vitesse normale. Le volume, donc, l'a mis à 80, on peut mettre à 100, 150, 0, comme vous voulez. Et après, donc, il y a juste la méthode speak 5. Donc, comme pour synchroniser, avec donc, le paramètre à lire. Donc là, c'est time to read, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle phrase, n'importe quel mot, et ça lira ensuite. Et voilà, c'est tout. Donc après, ça reste comme un domaine en cours de développement. Il y a beaucoup d'évolutions qui vont être apportées dans les années à venir, donc notamment dans la sécurité. Donc un projet en cours, c'est donc d'intégrer la synthèse vocale à la sécurité dans les systèmes d'alarme. Parce qu'en fait, en système d'alarme, ça fonctionne de la manière suivante. S'il est activé, donc ça appelle un centre de sécurité. Et après, en général, il ne se passe rien. Le centre de sécurité sait qu'il y a quelqu'un chez vous, mais c'est pas ce qui se passe. Et en fait, avec la synthèse vocale, ça permettra de décrire la situation. On va dire, par exemple, l'individu est dans la porte, il passe la porte, il va dans les toilettes. C'est pour plus de détails. Et aussi, donc, pour la sécurité routière. Pour la sécurité routière, donc pour les personnes qui sont un peu trop, qui ont des troubles de concentration, la vision ou quoi, donc la voiture pourra dire ce qui se passe. Donc par exemple, vous arrivez à un feu rouge, il y a un piéton devant vous, il y a quelqu'un trop près derrière, etc. Une autre grosse évolution, donc c'est avec eSpeak, donc une application iPhone. Donc ça c'est principalement dans la traduction. Donc en fait, eSpeak c'est ce qui permettra de traduire, de lire et traduire de longs textes, donc comme pour raconter une histoire, ou alors faire un traducteur en live, un traducteur oral, et le tout via iPhone. Dans les appareils de tous les jours, donc, pour rendre tous les appareils de la maison plus communicatifs, donc, par exemple, je sais pas, un micro-ondes, si jamais la sonnerie n'est pas suffisante, le micro-ondes il dira c'est cuit. Le téléphone qui pourra dire ça sonne, ou je sais pas, ou un lecteur DVD qui pourra annoncer le menu d'un film, etc. Et enfin, donc, il y a un nouveau gros projet, donc l'ASR. L'ASR, c'est un peu le même principe que la messagerie vocale, donc sur un téléphone, sauf que là, c'est plus dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, pour certains services, par exemple des précommandes de pizza, précommandes de, je sais pas, de matériel, un achat au téléphone ou quoi, en fait, au lieu d'interagir avec un utilisateur humain, vous aurez un utilisateur donc, synthétique, donc une machine qui répondra et qui prendra en compte vos paramètres, ce que vous voulez. Donc ça marche avec la reconnaissance vocale. C'est en général deux IHM qui sont très liés. Et voilà, donc maintenant on va passer au quiz. Je sais pas qui s'en occupe. Donc,